Pourquoi le travail sur soi? J'aimerais illustrer en quelques mots les raisons pour lesquelles je crois que le travail de transformation personnelle est particulièrement important pour tous les êtres humains. En partant, je considère que l'humain dans son état naturel, l'humain normal, souffre. Et en souffrant, l'humain va créer de la souffrance pour les autres. Nos sociétés, composées de plusieurs humains qui souffrent, ne favorisent pas le bonheur des individus. Et donc, nous devons créer de nouveaux modèles pour favoriser le bonheur. Nous sommes nés avec beaucoup de chemin à faire avant d'être achevés, et cette route nous la traçons par le travail sur soi. Ainsi, l'humain normal peut soit se dédier à la transformation personnelle, ou pas. L'humain normal va avoir une croissance naturelle jusqu'à un certain point, puis ça va s'arrêter. Si on fait aucun effort d'amélioration de soi, on en reste là. Mais est-ce qu'à 18 ans, nous sommes vraiment complets? Est-ce que nous sommes finis? Il semble évident qu'il reste encore beaucoup de travail à faire et que celui-là, il va falloir le faire consciemment et par nous-mêmes. Alors pourquoi l'humain est-il dans cet état? Dès les premiers moments de l'enfance, l'humain cherche à combler ses besoins vitaux, comme manger, comme dormir. Et pour ce faire, il essaye de comprendre le monde et de trouver la meilleure façon d'être dedans. C'est ainsi que se crée son ego. L'ego est un filtre sur la réalité. Il se crée en essayant de comprendre le monde de façon inappropriée. Ses interprétations du monde guident notre façon d'être, on l'appelle aussi personnalité. Plus on a d'ego, moins on risque d'agir avec un comportement harmonieux, puisqu'on va être de plus en plus en décalage face au réel. Ainsi l'ego se densifie à mesure que nous mettons des étiquettes sur le monde. Ceci fonctionne comme cela, voici comment est telle personne, ah, moi je suis fait comme ça. Ce sont des idées incomplètes qu'on se fait de la réalité et qui nous empêchent d'être fluides. En contrepartie, les besoins sont normaux. Nos besoins augmentent avec le temps. Adolescent, on peut avoir besoin de plus d'autonomie, de sexualité, d'expression, etc. Adulte, on peut également avoir besoin de reconnaissance, de réalisation, de communauté, de ressourcement, de but, etc. Ce qu'il faut savoir des besoins, c'est qu'ils seront toujours là. Tout le monde peut vivre les mêmes besoins, mais selon nos vies et notre génétique, nous en avons développé certains plus forts que d'autres. Certaines personnes auront besoin de plus de solitude, d'autres de plus de communauté. D'autres auront besoin de beaucoup de mouvement et d'autres de beaucoup de repos. Nos émotions nous informent de ce qui se passe en nous au niveau de nos besoins. Par exemple, si on se sent triste, ça peut indiquer qu'on a besoin soit de justice ou de repos ou encore de solitude. Le sentiment est la clé. On peut avoir des «Ah, il y a quelque chose qui est pas satisfait en moi» ou des il y a vraiment quelque chose en moi qui est comblé en ce moment». Pourquoi est-ce si important les besoins? Comprendre que toutes nos actions et toutes nos émotions sont des tentatives pour répondre à nos besoins permet d'avoir de la compassion envers les gens et envers soi-même. En effet, on peut penser à des gens qui nous ont blessés, ou à des criminels, ou encore à des politiciens, et voir que leurs actions sont simplement de mauvaises stratégies pour satisfaire des besoins. Alors, une bonne stratégie va engendrer du bonheur et une mauvaise stratégie va amener du malheur. Cela signifie que parfois nous croyons faire quelque chose qui nous aidera à aller mieux, mais nous aggravons les choses. Par exemple, lorsque nous avons besoin de repos, notre stratégie, ce qu'on va faire, pourrait être d'aller dormir. Ceci est une bonne stratégie. Par contre, une mauvaise stratégie serait de prendre un café.
car cette stratégie, à moyen terme, abîme le corps et nous met dans un état de souffrance. La plupart des humains normaux organiseront leur vie autour de leurs besoins, sans jamais travailler sur leur ego qui sera de plus en plus imposant et sans chercher consciemment les meilleures stratégies. Par exemple, ils vont se fixer des objectifs liés à la survie. Par exemple, se nourrir, se loger, se reproduire, et aujourd'hui, ça veut dire faire de l'argent. D'autres chercheront à fonctionner en société, donc à être adaptés aux différents systèmes, à développer des compétences favorisant l'emploi, à avoir un diplôme, à être à la mode, à appartenir à un groupe. Et puis d'autres viseront la satisfaction personnelle, parce qu'après un certain temps, les gens se disent « Bon, écoutez, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour survivre, j'ai fait des efforts sociaux, et bien j'aimerais avoir du plaisir juste pour moi car je le mérite. » Et c'est souvent là que les gens s'arrêtent, à la satisfaction comme le divertissement. Donc on s'achète une grande télé, on va se mettre en couple, on va voyager, manger des chips, magasiner, peu importe. Vous souvenez-vous de notre point de départ? L'humain normal souffre. Pourquoi? Parce que peu importe combien il va avoir mis d'efforts à satisfaire ses besoins, il va toujours y avoir des insatisfactions. Il va toujours y avoir des manques et d'autres besoins. Il va se prendre un mur, comme on dit, vivre des rejets, des échecs, un terme bien populaire dans notre société. Mais ces échecs, c'est quoi? Ces échecs, c'est j'avais un besoin, j'ai mis une stratégie en place, peut-être une mauvaise stratégie, et mon besoin est toujours pas comblé. Bon, alors c'est quoi le problème de l'ego? L'ego fait notre personnalité, un filtre sur la réalité qui guide nos choix. Ainsi, lorsque nous préférons une stratégie plutôt qu'une autre pour répondre à nos besoins, c'est l'ego qui choisit. L'ego déforme le monde et peut également nous voiler une vision claire de nos besoins, nous empêchant de faire de bons choix. Selon le hasard de nos expériences, on va avoir développé différents égos, et ceux-ci vont nous causer plus ou moins de tort. Certaines personnes vont voir le monde comme un endroit dangereux, où ils doivent se méfier des gens. À cause de cela, possiblement, qu'elles ne pourront pas vivre de belles relations amoureuses ou faire confiance à des amis. Pour d'autres, l'ego sera plus subtil et plus difficile à remarquer. Vous savez, ces personnes qui sont toujours en train de relever de grands défis, qui gagnent toutes les compétitions. Peut-être qu'elles ont une petite voix dans leur tête qui leur dit « tu es le ou la meilleur ». A priori, tout va bien, mais il se peut que cet ego les amène à la fatigue chronique, ou encore simplement à dénigrer ceux qui réussissent pas comme eux et ainsi à leur causer de la souffrance. Maintenant, on peut imaginer une société composée d'humains souffrants qui sont pleins d'ego. Celle-ci devient une société souffrante, qui tente de répondre à ses besoins avec de mauvaises stratégies. Elles vont par exemple créer des systèmes rigides, comme le système monétaire, d'éducation, économique, politique ou familial. Et ces systèmes, bien au contraire de nous rendre plus heureux, vont augmenter le malheur des humains qui auront de plus en plus de besoins non comblés ou mal comblés et qui accumuleront de plus en plus d'ego. Et n'oublions pas qu'ils ne sont pas réels. Ce sont des systèmes fondés sur une vision tronquée de la réalité. Un peu comme c'était illustré dans le film La Matrice. En vivant dans ces systèmes, nous passons tout notre temps à nous répéter des il faut, je dois, je veux. Et on oublie qu'en dehors de cela, en dehors des égos, la vie est libre. Une chose qui peut nous aider est de s'arrêter pour se demander qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie. Parce que l'essentiel est une chose toute simple que vous connaissez déjà. Alors, qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie? Notre santé, ou devrais-je dire nos santé, avec le corps, le mental, notre soi, on pourrait penser à l'esprit, à la conscience, l'âme, peu importe le nom, nos proches, donc nos amis, notre famille, nos relations, notre sens, c'est-à-dire notre raison de vivre, notre but. C'est sûr que c'est pas en s'occupant de ces 4 éléments qu'on devient automatiquement un héros libéré de la souffrance. Mais on fait de la place
dans sa vie pour pratiquer le vrai changement profond et créatif en soi-même. Dans le bouddhisme, on dit qu'il y a 4 grandes vérités. La première noble vérité, c'est que l'humain souffre. Le deuxième point, il nous dit que l'origine de la souffrance est dans l'attachement à satisfaire nos désirs. La troisième vérité dit, une fois que l'on sait cela, on peut agir sur les causes pour éliminer la souffrance. Et la quatrième noble vérité indique le chemin de la libération totale. Alors pourquoi tout le monde n'en parle pas? Comment se fait-il que ce ne soit pas le premier sujet enseigné à l'école? Et pourquoi si peu de gens le font dans leur vie? Notre société dans ces systèmes nous étourdit. Comprimés entre tous nos besoins qui crient sans arrêt pour qu'on s'occupe d'eux, puisqu'on n'a jamais travaillé dessus depuis l'enfance, on se retrouve en boule, étouffé par des demandes qui viennent de partout, et on ne voit plus ce qui est évident. Ça ne va pas. On ne va pas bien. Le monde ne va pas bien. Mais alors, qu'est-ce que c'est ce but ultime? Qu'est-ce qu'on vise dans ce changement total? La première chose à faire, c'est de sortir des égos. C'est de s'affranchir des besoins non essentiels. C'est de trouver les meilleures stratégies pour répondre à nos besoins. Et finalement, c'est de se libérer des éléments qui ont été créés par le système qui ne favorisent pas le bonheur. Ensuite, c'est de chercher le chemin qui mène au plus grand bonheur pour tous. Et le point le plus crucial, c'est l'arrêt de la souffrance pour tous. C'est l'état de paix intérieur et extérieur pour tout le monde. Et c'est une urgence. C'est une urgence parce que toutes les décisions qui sont prises dans le monde actuellement sont prises par des gens qui souffrent, qui sont pleins d'ego, qui utilisent les mauvaises stratégies pour souffrir moins et par conséquent qui augmentent la souffrance générale. Ce qui est terrible dans ce chemin-ci, c'est que plusieurs croient que ce n'est pas pour eux, soit qu'ils sont au-dessus de ceci, ou qu'ils ne méritent pas d'être mieux. On dit parfois que c'est un chemin élitiste, parce que non, c'est pas compliqué, c'est pas coûteux. En fait, c'est presque banal. Mais alors pourquoi est-ce qu'on dit ça? Eh bien, tout simplement parce que la plupart des êtres humains ne comprennent pas ce que c'est, ou ne savent pas que ça existe. Parfois, tout simplement, ils ont oublié ce qu'un jour ils savaient, ou ils ne voient même pas l'importance de faire ce travail. Voilà pourquoi on dit que c'est un chemin qui est élitiste, parce que ce n'est pas naturel, ce n'est pas un chemin qui se fait tout seul, et tant qu'on sera dans l'ego, eh bien, ce sera lui qui regardera ce chemin-ci, et il y a beaucoup de chances pour qu'on ne le comprenne pas. Vous savez, parce que le mot bonheur, déjà, comme c'est un mot, c'est un peu trompeur, mais ce mot a été utilisé par des systèmes qui ne nous rendent pas vraiment plus heureux. Alors, à un certain moment, on a nous-mêmes arrêté d'y croire. Arrêté de croire que le mot bonheur avait vraiment un sens et une pratique atteignable. Mais c'est là que c'est vital de réaliser le parcours qu'on a fait depuis notre petite enfance jusqu'à aujourd'hui les yeux complètement fermés pour finalement les ouvrir et redéfinir s'il le faut le mot bonheur et surtout les modèles à prendre pour y arriver en dehors des croyances qui nous ont été imposées. Et donc, les premiers pas à faire sur ce chemin, c'est de retourner à l'essentiel, de faire un grand ménage de tout le reste qui nous éloigne de la voie. On peut penser à ce travail comme une quête, une direction ou un choix qu'on a besoin de faire et de refaire tous les jours. Ceux qui cheminent sur cette route auront des objectifs de vie totalement réorientés, qui seront liés entre autres à la libération, à l'amour profond et au bonheur réel, pour soi et pour les autres. Ces gens, nous les connaissons. Ce sont Mathieu Ricard, Eckhart Tolle, Krishnamurti, des milliers d'autres, mais ce sont aussi des intervenants sociaux, des professeurs, des écrivains, des créateurs, des moines, des gens qui n'ont aucune profession particulière, mais qui pratiquent, pour eux, loin de la célébrité. Et si nous choisissons d'aller dans cette direction, notre vie devient alors une légende. Car rien n'est plus glorieux que de marcher dans une direction qui met fin à la souffrance et apporte la paix. Et on a plein d'outils. Par exemple, on connaît bien la méditation, ou une autre technique de communication qu'on appelle l'Ho'oponopono. Il y a la communication non violente. Au niveau alimentaire, on peut penser au détox, à l'alimentation saine.
Au niveau plus mental, on a le rêve, on a le journal et le tableau de direction que je vous ai offert et des centaines d'autres. Dans cette quête, on apprend à séparer les émotions des réactions, à comprendre et à discerner les besoins, des stratégies pour les satisfaire, à observer nos propres observations. On apprend aussi un langage honnête et une façon d'être optimiste par rapport à nos intentions. On apprend aussi à regarder le monde, ainsi que tous les êtres vivants, avec autant de compréhension et d'amour que s'ils étaient complètement innocents et remplis d'un magnifique potentiel, parce qu'en fait, ils le sont. Et surtout, on apprend à jouer avec les perspectives, à rendre un peu plus lointain ce qu'on considère comme habituel et normal, et rendre un petit peu plus familier ce qui semble étrange et lointain. Cette vision-là n'est pas toujours évidente à avoir. Il est important de cultiver une vision juste de la transformation personnelle pour nourrir un changement sain. Moi, pour balancer cette vision, un outil que j'aime particulièrement, c'est le paradoxe. Je vais me dire, par exemple, je ne veux pas tomber dans la croyance ni dans le contrôle. Je vais douter tout en étant ouvertement curieuse. Je vais chercher toujours mieux tout en étant contentée de ce qui est là et de ce qui n'est pas là. Je veux absolument me perfectionner et devenir une personne toujours meilleure, et en même temps, je m'aime absolument tel que je suis maintenant. En résumé, l'humain est incomplet, et naturellement, s'il ne change rien à sa condition, il devient de plus en plus l'esclave de ses besoins et de son ego, ce qui entraîne du malheur, de la souffrance pour lui et pour les autres. L'humain normal va viser différents buts dans sa vie, comme par exemple la survie, le fonctionnement dans les systèmes sociaux, la satisfaction personnelle. Et seulement certaines personnes vont aller un peu plus loin et rechercher la libération et le bonheur. Donc, se libérer de la souffrance et chercher l'état de paix, c'est comme une quête. Elle prend des années, des milliers d'heures, des réflexions, des pratiques, des recherches, et au final, ce qu'il faut se dire, c'est qu'atteindre le but ou de ne pas l'atteindre n'a aucune importance. Car la direction et la détermination est en soi ce qui apporte le plus grand bonheur, qui surpasse tous les divertissements, les crèmes glacées ou les téléséries. Voilà pourquoi je considère que le travail sur soi est un impératif pour tous les êtres humains, pourquoi je crois qu'il est vital qu'on en parle aux gens qu'on aime, aussi à ceux qu'on aime moins, et j'aimerais qu'on se partage des idées, qu'on se partage des outils, des visions, des modèles de changement qui nous ont fait du bien, et qu'on en parle à tous ceux qui souhaitent faire ce cheminement-là vers l'arrêt de la souffrance et vers la paix totale.